Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la correction du sujet E3C sur le robot tondeuse, le robot tondeur Bosch de la marque Bosch qui fait référence au sujet 15. On va le voir ensemble. Alors, on va prendre le PDF ensemble, on va faire un petit peu de lecture dans un premier temps et puis on va s'attacher à répondre aux questions. Alors, le robot tondeuse Bosch est muni de 2 roues motrices à l'arrière et deux roues folles à l'avant et d'un rotor de coupe. Il est associé à une station de charge et d'accueil. Il est communicant avec un smartphone grâce à l'application Bosch Smart Gardening et une communication via le réseau GSM. D'accord. Le robot tondeuse Bosch a besoin de capes périmétriques pour repérer les limites de la surface à tondre. Il est intelligent grâce à son système de navigation qui cartographie le jardin puis effectue une tonte en bande parallèle pour plus d'efficacité. Lors de la première tonte, le robot tondeuse Bosch va débuter la cartographie de la surface de tonte qui demande 2 cycles complets. Il enregistre la position des obstacles délimités par le câble périmétrique, d'accord, afin de définir plusieurs portions à tondre. Ce système évite à la tondeuse de passer 2 fois au même endroit et d'oublier des zones. Il est possible de programmer le robot tondeuse Bosch pour qu'il fonctionne à différents horaires de jour et de la semaine. En ce qui concerne la gestion des obstacles, le robot tondeuse possède un capteur de contact. Il dispose d'une station de charge sur laquelle il se rend de façon autonome pour se recharger quand le taux de charge de la batterie est inférieur à 10%. Donc là, on a une petite information. Quand le taux de charge est inférieur à 10%. D'accord? Allez, on avance un petit peu dans le sujet. Alors, on retrouve le diagramme des cas d'utilisation avec donc l'utilisateur, le terrain à tondre, le réseau électrique et le smartphone, on l'a vu, puisque on a une application qui permet de gérer la tondeuse. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Tondre la pelouse de façon autonome, donc là on est sur la fonction principale de notre système. Ensuite, permettre la configuration dates, cartes, etc., etc. Donc ça, c'est ce qui inclut la tondeuse. Et en effet, en extension, qu'est-ce qu'on va retrouver? Commander la tondeuse par intermédiaire d'un smartphone. D'accord. Ensuite, on bascule sur le diagramme des exigences, qui est ici. On va retrouver donc au centre, par ici, pardon, hop, je vais juste grossir ça. Donc ici, le robot tondeuse Bosch, avec le robot tondeuse Bosch est capable de tondre 400 m² de la pelouse en gérant son déplacement de façon autonome. Okay, on a bien notre fonction principale qui est ici, et donc on a les différents éléments autour de ces robots tondeuses, avec quoi couper l'herbe. Ici on n'a pas d'informations particulières. Ajuster la hauteur, on a des informations sur la hauteur de coupe. Communiquer avec l'utilisateur permet d'afficher des messages à l'utilisateur sur un écran. Renseigner les caractéristiques de tonte, d'accord, informer l'utilisateur sur la surface de la passerelle, etc. etc. Gravir une pente, ici on a une information de 27% sur une pente. Donc là, se déplacer, la précision du capteur de distance parcourue doit être de plus ou moins 2 cm. D'accord, une petite précision donc sur le capteur de déplacement. Ensuite, au niveau autonomie, donc gestion de l'autonomie et de l'énergie, le robot est capable de retourner à sa base pour se recharger. D'ailleurs, je vois qu'il y a un verbe en trop ici, petite erreur sur le sujet. Donc là, on en a parlé, taux de charge inférieur à 10%, on l'a vu juste avant. Ensuite, doit se repérer de façon autonome sur le terrain, donc il est capable de se situer sur la parcelle, on l'a vu, on en a parlé. Et le robot communique avec l'utilisateur par l'intermédiaire de l'application Bosch, en effet, et d'un réseau GSM, d'accord, le réseau 4G, 5G aujourd'hui. Ok, bon, on a pas mal d'informations là quand même, avec des valeurs numériques. Ensuite, on arrive sur le BDD, diagramme des définitions de blocs. On retrouve mon robot tondeuse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le rotor de coupe, qui est ici. Donc le rotor de coupe, c'est ce qui va me permettre donc de couper l'herbe. Ici, donc constitué de 3 lames. On voit le petit 3 ici, c'est le nombre d'éléments. On en a parlé dans le texte tout à l'heure. Ici, j'ai une information moteur de coupe avec un courant donné, courant moteur de coupe, 1800 mA, donc 1,8 A apparemment de consommation. Ça ressemble à un courant constant, courant moyen. On a l'IHM qui est ici, le
GSM, le smartphone. On a notre station de charge, donc c'est là où le robot tondeuse va venir donc se recharger. Le fil conducteur pour délimiter le terrain, on en a parlé tout à l'heure. Ensuite, toute l'électronique embarquée dedans. La batterie, on voit des informations sur la batterie. Donc la tension nominale 18 volts, la capacité 2,5 ampères. Donc là, des choses intéressantes déjà sur la batterie. Le moteur, on nous donne KI, la constante de FEM, ici. D'accord. On a un codeur incrémental, 6 impulsions par tour. Ensuite, un réducteur. Donc là, on est sur la partie donc, moteur, roue, donc traction, pour faire avancer le robot tondeur. On a un réducteur avec donc, le rapport de réduction ici qu'on nomme K, qui est 1/126e, très bien. Le diamètre des roues et enfin les deux roues folles, on voit le petit nombre 2 ici, les deux roues folles à l'avant. D'accord? Allez, on continue. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit dans ce sujet? Vérification du temps de tonte annoncé par le robot tondeuse Bosch. À la fin de la cartographie initiale, le robot tondeuse Bosch annonce à l'utilisateur sur son écran de contrôle la surface de tonte estimée, ainsi que la durée de tonte nécessaire pour la parcelle. Alors là, on voit en effet donc la surface de tonte estimée par le robot, 183 mètres carrés, et enfin le temps pour tondre cette surface de 1h20. Ok, donc là, on a le temps pour la tonte. Et bien, on démarre le sujet, une fois qu'on a fait la lecture. Première partie, étude d'une performance du produit. Quelle est la problématique? L'autonomie du robot dans des conditions extrêmes est-elle celle annoncée par le constructeur? Alors, en effectuant l'hypothèse d'une étude dans le plan OXY, les actions mécaniques extérieures appliquées au robot tondeuse dans la pente sont représentées figure 1.6. La figure 1.6 est ici. On va regarder ce qui se passe. Donc figure 1.6, schéma des actions mécaniques figurant sur le robot. On a bien en effet le plan XY ici. On a en effet la réaction du sol sur les roues arrière. Et on a la réaction du sol sur les roues avant qui sont modélisées ici par deux vecteurs force au point de contact entre roue avant et roue arrière. On a le poids qui est modélisé par un vecteur dirigé vers le bas et vertical. Très bien. Ensuite, on a donc ici un angle alpha qui doit représenter donc la pente du robot tondeur. Bon, très bien. Hop, on va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on nous dit? Déduire de la figure 1.3 la pente maximum que peut grimper le robot tondeuse selon le cahier des charges. D'accord. Et bien on y va, on va aller tout de suite donc sur la figure 1.3. 1.4, ça c'était donc le VDD. 1.3, diagramme des exigences. Et je me souviens encore que, en effet, on avait de ce côté-là, on va changer de couleur, gravir une pente et qu'on avait une pente qui était annoncée à 27%. D'accord? Donc on va pouvoir rédiger sur notre copie que la pente maximum annoncée par le constructeur est de 27%. D'accord? Ensuite, à partir de la figure 1.6, calculer l'angle de la pente en degrés. D'accord, donc là on va reprendre la figure qu'on vient de voir ensemble avec les actions mécaniques et on me demande de calculer cette fois-ci l'angle, de ne plus en déduire par rapport à la figure, mais de calculer l'angle de la pente en degrés. Alors, on a un pourcentage, on sait que la pente maxi est de 27%. À quoi correspondent ces 27%? Ils correspondent à quoi? Bah ici j'ai ma pente en pourcentage, on vous dit que c'est H sur D fois 100. Ça veut dire que 27% représente 27 ici et D 100. D'accord? Donc j'ai 27 pour H et donc sur D 100. Ça veut dire que la pente en pourcentage est égale à 27 pour 100, d'accord? Qui est bien égal à H sur D. D'accord? Une fois qu'on a vu ça, bah, je me dis très bien. Ici, H représente quoi? On a un magnifique triangle rectangle. On sait que l'angle qu'on cherche est ici, c'est alpha, c'est bien l'angle de la pente. Donc ça veut dire que si je fais H sur D, ça doit correspondre, donc côté opposé sur côté adjacent, ça doit correspondre à une magnifique tangente. Alors on va le faire sur un
un petit tableau blanc. Maintenant qu'on a vu comment ça se passait, je sais que... Pardon, on va prendre le stylo qui est ici. Alors je sais que H sur D, on vient de le voir, c'est 27 sur 100. Et ça, c'est égal à, on l'a vu, côté opposé sur côté adjacent, à tangente de alpha. Très bien. Et bien c'est bon, j'ai fait le plus dur là en faisant ça. Ça veut dire que ici, il ne me reste plus qu'à calculer alpha. Donc, alpha égale quoi? Alpha est égal à arctangente de 27 sur 100. C'est aussi simple que ça. Alors, attention, hein, là, je vous dis tout de suite, attention avec votre calculatrice. Hein. Pourquoi? Vérifiez que votre calculatrice soit correctement réglée, c'est-à-dire qu'elle soit paramétrée en degrés. Hein. Si vous avez une TI, vous allez dans mode, hein, et vous vérifiez qu'elle est bien en degrés pour avoir l'angle en degrés. Sinon, ça va vous donner un angle en radian et vous allez vous dire que vous n'avez pas le bon résultat. Donc ici, si on fait le calcul, on trouve 15,1 degrés. Et ça me paraît plutôt intéressant parce qu'il me semble que c'est ce que le sujet nous propose par la suite. Voilà, on le voit. C'est-à-dire qu'ici, on nous dit qu'on prendra 15 degrés. Donc une fois arrivé là, on est plutôt rassuré. On a répondu correctement à la question 1.1. On avance. Par la suite du problème, donc prendre comme valeur alpha égale 15. Très bien, par symétrie, il faut prendre en compte dans la suite de l'étude que la moitié de la masse du robot, soit G, le centre de gravité du robot. D'accord? Donc là, on nous dit que, attention, il faut prendre que la moitié de la masse du robot. D'accord? Donc on va suivre les consignes. Hein. Que la moitié de la masse du robot pour la suite de l'étude. On verra après pourquoi, peut-être. Question 1.2. À partir des figures 1.4 et 1.6, exprimez l'action mécanique du poids P sous forme de torseur écrit au point G. Donc là, volontairement, je vous avais juste enlevé ça, d'accord, pour éviter que ce soit trop compliqué pour vous. Hein. Donc je vous ai juste demandé d'exprimer l'action mécanique au point G, c'est ce qu'on va faire, dans le repère OX, Y, Z, de façon littérale puis numérique. Hein. On fera le torseur si vous voulez par la suite, hein, c'est pas un problème. Ensuite, sur le document réponse D1, complétez les bulles en indiquant la nature des flux échangés entre chaque bloc. D'accord. On va s'attacher à répondre à la première partie des questions, c'est exprimer l'action mécanique du poids P au point G dans le repère OX, Y, Z. Bon, on sait qu'on est dans le plan, donc on sait que suivant Z, ça va être nul, puisqu'on est dans le plan OX, Y. Alors, le poids, on va remonter sur ma figure. Là, c'est la figure 1.6. On nous a dit aussi que on avait la figure 1.4 à aller voir. Alors, on va peut-être commencer par la figure 1.4. Elle est où? 1.5, 1.4. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Très bien, c'est mon robot. Donc là, on est sur le BDD. Ah oui, je vois une information qui va nous aider à faire tout ça. C'est quoi? C'est la masse, en effet, du robot tondeuse, qui est de 7,6 kg. Et ben, on y va. On va s'attacher à calculer le poids. On va revenir sur ma question. On a retenu la masse, hein, masse du robot tondeuse, 7,6 kg. Et là, donc, on y va. Il faut exprimer dans le repère XY. Alors, pour répondre à cette question, on va déjà peut-être commencer par écrire le vecteur poids de façon littérale, et puis après on fera l'application numérique. Je ne sais pas si on nous la demande. Écrire sur le torseur de façon... Ah bah si, puis numérique. D'accord, très bien. Bon, on va s'attacher à répondre à la première partie de façon littérale. Alors, on va peut-être passer sur à nouveau un tableau blanc. On va effacer tout ça. Voilà. On va se refaire un petit schéma. On a donc notre pente avec l'angle alpha qui est ici. On a mon robot tondeur qui est ici. Hein, je vais le remodéliser de façon assez rapide. On a le point G qui est ici. On a un magnifique vecteur poids dirigé vers le bas. Ici, on a X. Et ici, on a Y, donc notre repère. Alors, si je dois regarder ce qui se passe au niveau du poids, on va changer de couleur, je peux remettre les repères à l'origine, c'est-à-dire AG, où ici on a X et ici on a Y. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit en effet que si je prolonge Y, on va retrouver avec les angles alternaternes l'angle alpha ici.
ça veut dire qu'il va falloir le projeter, ce vecteur, le projeter sur y et le projeter sur x. Regardez déjà un petit peu le sens de ce vecteur sur les deux axes. On voit en effet que P, alors je vais faire en jaune, P va donc, suivant x, vers la gauche. Ça veut dire qu'il va être négatif suivant x, et que I descend vers le bas, donc il va être négatif aussi suivant y, hein, sur la composante y. On va tracer mon triangle rectangle, on va essayer de faire ça en vert, pour pouvoir calculer les projections. Mon triangle rectangle, il est ici, tout le monde le voit. Hop, avec l'angle à 90 ici. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la composante suivant x, d'accord, la projection du poids suivant x, et ici j'ai quoi? La composante suivant y. Donc la projection de P suivant y, c'est-à-dire P scalaire x et P scalaire y. Donc on va écrire le poids tout de suite. Donc le vecteur poids, hop, on va l'écrire sous forme de vecteur. Suivant z, on est dans le plan xy, donc on sait que c'est nul, on va pouvoir écrire 0 tout de suite, et puis on va calculer les projections. La composante suivant x, c'est-à-dire, alors je vais repasser en noir, on va l'écrire comme ça, px. Px est égal à quoi? Px, il est là, vous voyez, donc côté opposé sur hypoténuse. C'est quoi? C'est le sinus, donc j'ai quoi? Px, donc sur quoi? Sur l'hypoténuse, c'est-à-dire la norme de P, on va mettre un petit vecteur, est égal au sinus de alpha. Ça veut dire que Px est égal à quoi? On va écrire ici, Px est égal à la norme de P, les choses que vous avez l'habitude de faire, multiplié par sinus alpha. Qu'est-ce qu'on n'oublie pas dans le vecteur? De mettre le signe moins, parce qu'on a vu que c'était négatif. Donc la composante suivant x, Px est égale à la norme de P fois sinus alpha. Je regarde la composante suivant y. Donc on sait que par définition, si suivant x c'est le sinus, suivant y ça va être le cosinus. On va vérifier ensemble quand même. Hein. On va mettre un petit peu de bleu. La composante suivant y, elle est ici. C'est bien le segment qui est là. Ok. Donc ici, ça correspond à quoi dans mon triangle rectangle? Au côté adjacent. Côté adjacent sur hypoténuse, c'est le cosinus. Donc si j'écris PY sur norme de P, c'est égal à quoi? C'est égal au cosinus alpha. Et donc PY est égal à la norme de P fois cosinus alpha. On n'oublie pas quoi? Le signe moins, parce qu'on a vu que la composante était négative. Et donc, j'ai mon vecteur qui vient d'être écrit. Donc suivant x moins p, norme de moins p, pardon, fois sinus alpha, et suivant y moins norme de p fois cos alpha. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. On y va, on va changer de page. Donc p égale quoi? Puisqu'on nous demande l'application numérique. Donc, alors, on n'oublie pas qu'il faut tenir compte de la moitié de la masse, on l'avait vu dans le sujet. Donc ça va être moins mg divisé par 2 fois sinus alpha, on a dit, d'accord, et moins mg sur 2 fois cos alpha, et enfin 0. Ok, on est bon. Et bien ça c'est égal à quoi? Hop, on fait l'application numérique, ça fait moins 7,6. Ça c'est la masse du robot tondeur. On l'a vu hein, dans le diagramme des définitions de blocs. On a téléchargé. Donc fois g, accélération de la pesanteur 9,81. On n'oublie pas de diviser par 2 et on multiplie par sinus 15. Non, ça ne va pas apparaître. Sinus 15, d'accord? Je manque de place. On fait la même chose en dessous, ce qui va me faire moins 7,6 fois 9,81, le tout divisé par 2. Par contre ici, c'est fois le cos 15. On fait attention toujours à être en degrés sur sa calculatrice, sinon on va avoir des valeurs erronées. Et donc ça me donne moins 0, j'ai oublié de mettre le 0 suivant z, pardon. Et ça me donne, j'avais relevé, moins 9,6 newtons, hein, aux arrondis près, et moins 36 newtons suivant y. On a une valeur 3 fois supérieure, plus de 3 fois supérieure suivant y, c'est logique ou pas? On revient sur mon petit schéma. En effet, on voit bien que la composante du poids suivant y est quasiment 3 fois supérieure, plus de 3 fois d'ailleurs, que la composante suivant x. Ça paraît tout à fait cohérent
hein, par rapport à notre petit schéma. Donc voilà, on a répondu à la question. On revient sur le sujet. Donc exprimer l'action mécanique du poids P au point G. Donc là, on ne l'a pas fait sous forme de torseur, mais on l'a fait sous forme de vecteur. C'est fait, donc de façon littérale puis numérique, on vient de la calculer, on vient de calculer les composantes. Sur le document réponse DR1, complétez les bulles en indiquant la nature des flux échangés entre chaque bloc. Alors, on va aller tout de suite voir le DR1, et voilà de quoi ça parle. Donc le document réponse 1, c'est toujours à la fin, hop, je viens le passer. Le voici, le voilà. Donc ici, on est sur l'IBD, donc le diagramme des blocs internes, avec donc les échanges de flux entre les différents éléments. Je vous rappelle qu'on l'a vu en cours, que les trois flux sur l'IBD sont le flux d'information, le flux d'énergie et le flux de matière. Donc ici, il va falloir qu'on trouve un petit peu ces différents flux. On a, donc on le voit, 3 cases à compléter, une ici et une ici. Alors, on va peut-être commencer par la plus simple, qui est celle du bas, où on retrouve donc notre moteur, le convertisseur d'énergie, énergie électrique en énergie mécanique. Je passe dans un réducteur, où je vais donc adapter mon énergie mécanique pour l'envoyer sur la roue. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver ici entre le réducteur et la roue motrice? Et bien à nouveau, quoi? De l'énergie mécanique. Énergie mécanique. Alors on aurait presque précisé, même, énergie mécanique de rotation. D'accord? Ensuite, on va regarder la bulle qui est ici, en haut à gauche, qui est entre quoi? Alors, l'électronique embarquée et le moteur. Donc certainement carte de puissance et moteur. On est sur quel type d'énergie là? De l'énergie électrique. Donc énergie électrique. Très bien. Et enfin, donc entre l'électronique embarquée et le codeur, on voit qu'on a un flux qui va aller du codeur incrémental donc vers l'électronique embarquée. Donc c'est-à-dire, j'imagine une carte à base de microcontrôleur. Ici, on est sur un flux d'informations. Donc là, on pourrait écrire information numérique, hein, puisque c'est un codeur incrémental. Mais je vois que ici, hein, on voit que on a un flux qui s'appelle signal. Donc soit on peut indiquer donc c'est un flux d'informations, ou alors un flux de signal, hein, comme c'est indiqué. Peu importe, mettons signal, puisque c'est le vocabulaire qui a été utilisé sur le dessus de l'IBD. Voilà pour les trois flux à compléter. On revient sur mon sujet, c'est-à-dire au niveau des questions. On remonte. On a été où? On a été là. Compléter le DR1, c'est fait. En indiquant la nature des flux échangés entre chaque bloc, c'est fait. Allez, on avance. Figure 1.7. Modélisation multiphysique du robot tondeuse sur un parcours vallonné. Donc là, on a un magnifique modèle multiphysique donc, qui a été fait sous MATLAB, dans lequel on va retrouver quasiment toutes les choses essentielles de la modélisation multiphysique. Donc ici, ma source d'énergie d'entrée, donc la batterie. On voit ici qu'on a donc un ampère-mètre. Ici, la distribution de puissance au moteur, donc la carte de puissance. Avec le moteur, on voit ici qu'on a à nouveau ce qui est donné, donc la constante FM du moteur à courant continu. Derrière, on va retrouver mon réducteur avec le rapport qu'on avait déjà vu précédemment et le rendement de 0,8, le diamètre des roues, très bien. Ici, on a une petite inertie roue et transmission. Le codeur incrémental 6 impulsions arrive donc d'ici. Contrôleur de vitesse de ce côté-là. Ici, on a une consigne de vitesse. Donc, avec un contrôleur, donc, on voit un petit asservissement qu'on n'a pas vu encore. On en parlera d'ici peu.
On voit les actions mécaniques de résistance qui sont là. Hein. Donc là, on a la résultante des actions mécaniques de résistance, hein, due à la pente, à la résistance au roulement. On voit d'ailleurs que ici, on a un coefficient de résistance au roulement qui est donné. Le solveur, ça c'est pour MATLAB, c'est pour la résolution. On passe. Et enfin, la masse de la tondeuse en kilogrammes avec un capteur de vitesse derrière. Très bien. Bon, très joli modèle. Maintenant qu'on a identifié ces différents éléments, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous demande. Dans les conditions d'utilisation, en négligeant les forces aérodynamiques, le théorème de la résistance statique appliqué au robot tondeuse en projection sur X donne la relation suivante. Donc on nous donne une belle relation, moins P sur 2 sinus alpha, plus C ρ sur RO, moins P sur 2 cos alpha, fois un coefficient RR égale 0. Donc l'angle alpha, c'est l'angle de la pente, coefficient de résistance au roulement, c'est le KRR, on vient de le voir dans le modèle, donc ça on connaît sa valeur. Le poids du robot tondeuse, on connaît. Même chose, c'est dans un diagramme SysML. Couple moteur, couple à la roue, et enfin K, le rapport de réduction du réducteur qu'on vient de voir. Schéma bloc de la chaîne de puissance du robot tondeur, moteur, roue, réducteur. D'accord. On vous donne la formule qui est ici, que je vous avais enlevée d'ailleurs pour l'évaluation, puisque c'est une formule qu'il faut connaître. Hein. Il y a peu de chances qu'elle soit rappelée quand même sur l'épreuve de terminale. On vous rappelle que le rendement, c'est quoi? C'est C ρ sur C moteur fois le rapport de transmission, c'est-à-dire PS sur PE, on va le reprendre ensemble, hein, fois oméga S sur oméga E, oméga S sur oméga E, on sait que c'est le rapport de réduction. Donc à partir de relations précédentes, exprimez le couple C moteur en fonction des autres paramètres. D'accord, donc dans un premier temps, il faut qu'on exprime en fonction des autres paramètres. Si je dois l'exprimer en fonction des autres paramètres, c'est-à-dire que ici, je vais l'exprimer en fonction du réducteur, en fonction de C ρ, en fonction de K. Avec C ρ, il va falloir que je calcule à partir de ça. Oui. Les données, on nous dit qu'ensuite il faudra calculer ces moteurs à partir des données figure 1, 4 et 1, 7 et on prendra G égale 9,81 mètres secondes mol. Très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur un tableau blanc puis qu'on démarre un petit peu cette partie calcul. Déjà, au moins dans un premier temps, on va donc exprimer ces moteurs en fonction des autres paramètres. Et bien on y va. Alors, tableau blanc. Très bien. Hop. Alors, je vais reprendre la relation à côté parce que du coup je ne l'ai plus. Hop. La voici, la voilà. Donc on a quoi? On a, dans un premier temps, on sait que le rendement du réducteur est égal à quoi? De façon générale, à PS sur la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Ici, on est sur des solides en rotation, donc on sait que la puissance s'exprime par C fois oméga, donc CS fois oméga S, sur CE fois oméga E. D'accord? Très classique. Donc, on vient de trouver, ici, là, on vient de faire apparaître quoi? Le rapport de transmission de S sur E, et si on regarde dans mon sujet, ça, c'est égal à K. Du coup, on va adapter cette relation. Cette relation va me donner quoi? CS, couple de sortie, c'est-à-dire couple à la roue. Sur le couple d'entrée, c'est le couple au moteur, multiplié par, donc on vient de le voir, oméga S sur oméga U, qui est égal au rapport de transmission, qui est égal à K. Ok, ça c'est bien la relation qu'on nous a donnée. Pas de problème, il était facile de la retrouver. Donc là, je peux exprimer ces moteurs. Donc exprimons ces moteurs. Ces moteurs, en croix, égale quoi? C ρ fois le rapport divisé par le rendement du réducteur. Voilà, maintenant il va falloir qu'on calcule C ρ. Donc C ρ, on pourrait le remplacer par la relation qui a été donnée. Hein, et du coup, on aura évidemment ces moteurs en fonction de tous les paramètres ici. C'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Je vais changer de tableau. Donc je reprends la relation. Or, on sait que moins P sur 2 sinus alpha plus C ρ sur R ρ. Oui, c'est ça, moins, pardon, P sur 2 cos alpha fois le coefficient de résistance au roulement, c'est-à-dire K, R, R, et tout ça, c'est égal à 0. Alors, il faut qu'on sorte C ρ de tout ça, donc on va passer
ce terme-là de l'autre côté de l'égalité qui va passer en plus, ce terme-là de l'autre côté de l'égalité qui va passer en plus, et il ne nous restera plus qu'à multiplier par R pour avoir donc C roue. On va l'écrire tout de suite directement, hein. Donc C roue égale quoi? Donc on peut mettre en facteur P sur 2 si on le souhaite. Donc on a P sur 2, facteur de quoi? Facteur de sinus alpha, plus cos alpha fois KRR. Ok, et ça c'était C roue sur R roue. Tout le monde est d'accord avec ça? Et du coup, qu'est-ce qu'il nous reste à faire uniquement? À monter R roue et on a C roue. Donc, le couple à la roue est égal au rayon de la roue, multiplié par le poids, divisé par 2, et ça, multiplié par sinus alpha plus cos alpha fois K RR, le coefficient de résistance au roulement. Voilà, tout simplement. Voilà la relation de ces roues qu'on va calculer. Pourquoi? Pour pouvoir faire l'application numérique et calculer donc le couple moteur, puisque si je reviens sur mon sujet, il me semble que c'est ce qu'on nous demande. Donc exprimer ces moteurs en fonction de paramètres, calculer ces moteurs à partir des données figure 1,4 et 1,7. Donc on va le faire. On passe au calcul. Donc on va commencer par calculer ces roues. On y va. Ces roues, on fait l'application numérique. Alors c'est égal à R roue. Alors R roue, on va revenir sur mon sujet, pardon. On va essayer de retrouver tous les paramètres du coup qui nous manquent. Je pense que tout est sur le modèle. Donc le rayon de la roue, en effet, il est là. On nous donne le diamètre, donc il faudra diviser par 2, d'accord? Donc 0,16. On me donne, qu'est-ce qu'on a besoin? Du KR, qui est 0,2, très bien. Le poids, on le connaît, c'est 7,6 de mémoire, 7,6 kg multiplié par 9,81, je crois. On peut tout diviser par 2, et puis c'est tout, je crois, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors, on regarde, oui, alpha 15 degrés, on le sait, on l'a calculé tout à l'heure. Allez, c'est parti, bah, hop, calculons. C roue. Donc C roue est égal à R roue, donc on a dit 0,16, d'accord, divisé par 2, multiplié par donc mg, donc c'est-à-dire 7,6 fois 9,81, le tout divisé par 2, donc on aurait pu faire par 4 du coup, c'est pas très grave. Voilà, le tout divisé par 2, facteur de donc sinus 15 plus cos 15 multiplié par 0,2 puisque le coefficient de résistance est de 0,2. Voilà, je ferme bien ma parenthèse, voilà ce qu'il fallait faire. Ça nous donnait, alors je calculais avant je crois, il faut que je retrouve mon résultat. Moi j'avais 0, alors aux arrondis près, 0,0135 non, je dis des bêtises. Ça, c'est ce que j'ai fait au moteur. Je vais essayer d'effacer. Ok, c'est bon. J'avais, pardon, 1,35 Newton mètre. D'accord, 1,35 Newton mètre, voilà ce qu'on trouve, pardon. Excusez-moi, à peu près. On n'a pas fini. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on revienne maintenant sur le calcul de ces moteurs. Donc, on y va. Ici, on fait l'application numérique. 1,35 fois, donc K, on a dit, c'était donc 1 sur 126. Donc ça, c'est le rapport. Divisé par le rendement, c'est-à-dire 0,8. C'était donné sur le modèle MATLAB. On a tout bon. Et ça me donne, donc, on a dit 0,0135 Newton mètre. Voilà. Voilà ce qu'il fallait faire pour trouver le C-moteur. Hein, pas de difficulté importante. Hein, on repart, c'est très classique, hein, on repart de la formule générale du rendement. Hein, voilà, on remplace. Et donc il suffisait juste de faire attention de calculer ces roues. Donc la petite erreur que vous auriez pu faire, voilà, c'est dans ce calcul-là. Hein, voilà, ne pas oublier de prendre le rayon et de le diviser par 2. C'est tout. Le poids, vous l'avez.
sinus alpha, si, alors à nouveau, faire attention que votre calculatrice soit correctement réglée, donc sur les degrés et pas sur les radians quand vous faites ce calcul, pour éviter de faire des erreurs de calcul. Voilà pour cette question. Alors, la suite du sujet. Donc, pour la suite du problème, on vous dit prendre comme valeur ces moteurs égale 0,015 Nm. On a trouvé 0,0135, on est proche quand même de la valeur du sujet, donc c'est plutôt rassurant. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dans un moteur à courant continu, le couple délivré est proportionnel au courant consommé. On a donc une relation C moteur qui est égale à K fois I moteur. K, la constante donc de proportionnalité. On vous dit KI, c'est quoi? C'est la constante de couple, exprimée en newton mètre par ampère. Et I moteur, l'intensité électrique du courant absorbé par le moteur en ampères. Très bien. Le robot tondeuse est constitué de 2 moteurs pour l'avance et d'un moteur de coupe pour entraîner les lames en rotation. Les 3 moteurs fonctionnent en même temps. Important ici, ça veut dire que on a bien 2 moteurs d'avance, très bien, plus le moteur de coupe. Ici, donc 2 moteurs, c'est-à-dire qu'il faudra prendre le courant moteur, si on souhaite le calculer, le multiplier par 2 et tenir compte du moteur de coupe. Question 1,4. À partir des relations précédentes, c'est-à-dire 1,4 et 1,7, calculez le courant théorique consommé par le robot lors de la montée d'une pente de 27%. En déduire l'autonomie théorique en minutes dans ces conditions extrêmes. Et bien on y va. On va prendre donc une feuille de calcul. Parfait. Et on y va. On va reprendre la relation qu'on nous donne. On nous dit que C moteur est égal à KI, donc la constante de Fm multipliée par I moteur. Très bien. Donc nous on cherche quoi? I moteur. Donc on va exprimer I moteur. I moteur égale quoi? C moteur divisé par la constante de Fm, constante de coupe K. D'accord? Le C moteur, dans le sujet on dit on fait l'application numérique, 0,015 Nm divisé par KI. KI dans le sujet, on nous le donne à plusieurs endroits de mémoire. On l'a vu plusieurs fois dans les diagrammes SysML et même, je crois, dans le modèle multiphysique. Il est là. Donc 0,005 Nm par ampère. On fait attention à ce unités, ce sont les bonnes unités. Donc, je retourne à mon tableau blanc. S'il veut bien, oui. Donc on est à 0,005. Ce qui me donne, combien j'ai trouvé 3 ampères. En effet, 0,015 divisé par 0,05, ça fait 3. 3 ampères. Ça c'est pour I-moteur. Alors, maintenant, I simulé. C'est théorique, pardon, c'est pas simulé, c'est théorique. I théorique, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 fois I moteur, puisqu'on a 2 moteurs d'avance, plus I coupe, plus le courant du moteur de coupe. Donc les moteurs on les a, le courant du moteur de coupe on l'a pas, il va falloir qu'on le trouve. Alors on fait référence à 2 schémas dans le sujet, dans la question, le modèle multiphysique où le moteur de coupe n'apparaît pas, donc on va aller voir l'autre diagramme qui est quoi? Qui était le diagramme donc des définitions de blocs, le BDD, qui est ici. Donc là, à gauche, je vois le moteur de coupe, le rotor de coupe, et en dessous, je vois le moteur, et on me donne le courant moyen consommé par mon moteur de coupe de 1,8 ampères. Super, donc je le connais, je vais pouvoir donc finir une relation. Donc on a 2 fois 3 ampères plus 1,8, ce qui me donne 7,8 ampères de courant moyen théorique consommé par mes 3 moteurs. Et maintenant, on me demandait l'autonomie. Je sais que, on va passer sur une autre page, je sais que la capacité batterie nominale est donnée donc dans le sujet à 2,5 ampères-heure. C'est marqué sur le BDD, c'est marqué sur le modèle multiphysique. Alors ça, c'est vrai si on a 100% de la capacité. Par contre, dans le sujet, on vous dit que quand la batterie a atteint 10% de sa décharge, et quand il ne reste plus que 10%, elle retourne donc se recharger, donc sur sa base. Ça veut dire qu'ici, on ne peut pas prendre les 100% de cette capacité, mais uniquement les 90%. Donc ça, ma capacité réelle, c'est quoi? C'est 80%, 90% de la capacité batterie.
Donc pour avoir cette capacité, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre tout simplement les 2,5 multiplié par 0,9, ce qui me donne 2,25 ampères-heure. Voilà. Alors, c'est ce que j'aurais fait au niveau de la correction. C'est vrai qu'il n'est pas indiqué qu'il faut bien tenir compte de ces 10% dans cette partie-là. Après, bon, je ne suis pas sûr que... je sais pas, je ne connais pas la correction du sujet. Je ne sais pas s'il l'avait pris en compte ou pas, ou s'il était parti sur les 100%. Après, partir sur les 100%, c'est quand même une erreur. Donc voilà, je préfère qu'on parte sur ce 0,9. Je ne sais pas si on vous a pénalisé dans cette partie-là par rapport à ça. Mais voilà, soyons rigoureux et partons sur ces 90%, donc sur cette capacité de 2,25 ampères-heure. Donc, on se rappelle de la relation, je l'ai dit, on n'a pas besoin, mais on sait que la capacité, c'est le courant fois le temps en heure. Donc ici, en heure, là, en ampères, et la capacité en ampères-heure. Après, on n'en a pas forcément besoin. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a le courant moyen consommé et qu'on a la capacité en ampères-heure, il suffit de diviser les ampères-heure par les ampères pour avoir des heures. Donc l'autonomie, c'est-à-dire le temps, c'était quoi? C'était 2,25 divisé par 7,8 ampères. Et donc on avait, je l'ai calculé, ça donne quoi ça? Je suis pas sûr, je l'ai fait. Ah oui, si, 0,288 heures, ce qui me donne 17 minutes d'autonomie. Voilà pour la partie théorique. D'accord? Donc ça c'était, on va mettre TH, théorique, l'autonomie théorique. Ouais? On revient sur mon sujet. Alors, on va repartir sur les questions. On est là. Donc, question 1.4, c'est fait. On donne la courbe I-moteur pour le seul moteur obtenu par le modèle multiphysique, donc on a vu précédemment. La courbe de l'intensité d'un moteur du robot tondeuse obtenue sur un parcours vallonné, figure 1.9. Très bien, qu'est-ce qu'on a sur cette figure? Et ben, on voit donc le courant ici qui varie en fonction donc, du parcours vallonné. Et on voit le courant moyen en pointillé qui est égal à 1,5 ampères. Question, à partir de la figure 1.9, relever le courant moyen simulé. Bon, ça, on vient de le faire, d'accord? Donc on relève, vous notez, I moyen, simulé, tac, on relève, égal 1,5 ampères. Allez, hop, ça c'est fait. Question cadeau, calculer l'autonomie en minutes dans les conditions de simulation. Très bien, on y retourne. On retourne sur mon tableau blanc. Je vais effacer tout ça. Hop. Voilà. Donc, on va calculer I simulé. Donc, à nouveau, on se rappelle, c'est 2 fois donc, I moteur plus I coupe. D'accord? Le I coupe, il n'a pas changé. Par contre, les I moteurs ont changé. Donc, c'est 2 fois 1,5 plus 1,8, ce qui me donne 4,5 ampères pour I simulé. On calcule l'autonomie. Donc, T, c'est égal à donc, la capacité 90% de la capacité de la batterie, donc 2,25 ampères, heure, pardon, 2,25 ampères heure, divisé par le courant moyen, 4, qu'est-ce que j'ai dit? 8, pas 5, 4,8, vous corrigez, divisé par 4,8, ce qui me donne, ça fait quoi ça? Je l'ai calculé, 0,47 heures, ce qui me donne 28 minutes. Et voilà. Voilà pour les autonomies. Je reviens sur mon sujet. Très bien, ça on a répondu. Calculer l'autonomie en minutes lors de la simulation, ça c'est fait. Alors, question à 6. À partir de l'autonomie annoncée par le constructeur et celle obtenue à partir du calcul théorique et celle issue du modèle de multiphysique. Très bien, donc là on vient de calculer l'autonomie du modèle multiphysique, 28 minutes, c'est ça. L'autonomie théorique, 17 minutes. Et celle du constructeur, là, je ne sais pas, il faut qu'on aille la chercher. Donner sous forme de tableau les raisons possibles des écarts entre ces différentes valeurs. Ok, donc là on va déjà aller chercher l'autonomie constructeur, puisque pour l'instant je ne l'ai pas vu. Non, on n'a pas de consommation ici, de toute façon on est sur la simu, ça ne peut pas être là, donc on va remonter dans les diagrammes 6ml. Hop, vérification du temps annoncé. À la fin de la cartographie, nanana, ok, donc nous avons pour une surface de 183 m², un temps de tonde d'1h20. Donc je pense que c'est ça. Est-ce qu'on a d'autres informations? Parce que là c'est pour la surface.
Donc je ne sais pas si c'est celle-ci qu'il faut prendre. Là, j'ai pas d'information. Ici, sur le diagramme des exigences, ici, là, je vois autonomie, mais je vois que j'ai rien. Avoir une autonomie suffisante, le robot doit être capable de retourner à sa base pour se recharger. Il y a un verbe en trop. Ok, donc on est là, donc c'est bien 1h20 qu'il va falloir prendre comme valeur pour le constructeur. Et donc on va faire un petit tableau. Je ne vais pas vous le faire, hein, je vais le faire à l'oral assez rapidement là, du coup pour ça. Donc les écarts. Donc on va rappeler quand même là les trois valeurs pour le coup pour vous. Donc le constructeur, il nous annonce 1h20. En théorique, donc calculé, hein, on a, comme j'avais dit, 17 minutes. Et en simu, on a 28 minutes. Pardon, 28 minutes. Ok. Voilà les autonomies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? La partie théorique, hein, c'est l'autonomie la plus faible. C'est tout à fait logique. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un calcul pour calculer le courant moyen consommé par mes trois moteurs, mais on a fait ça sur une pente de 27%. C'est-à-dire que là, on s'est mis dans les conditions extrêmes où la tondeuse ne tombe que sur une montée de 27% et elle monte, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. Voilà, donc du coup, il paraît logique que ça consomme énormément et que l'autonomie soit très faible. Ensuite, si je passe sur la simulation, on a vu que dans le modèle multiphysique, hein, on a un parcours vallonné. Il est où? Il est là, donc là on nous dit hein, que c'est bien un parcours vallonné, on n'a pas la précision de ce parcours, on ne sait pas de quoi il est constitué, de quelle pente, etc. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que sur ce parcours, il va y avoir du dénivelé positif et négatif, et on voit d'ailleurs au niveau de la variation de courant, et du coup, voilà, on a un parcours différent de la partie théorique, et de fait qu'il y ait pas seulement des montées, mais aussi des descentes, on voit qu'au niveau de l'autonomie, on a quelque chose quand même de plus important. On est passé de 17 à 28 minutes. Et puis enfin, on a l'autonomie du constructeur, qui est elle sur une surface plane, où il a fait son parcours optimisé pour pouvoir la tonte, et donc on nous annonce une autonomie d'1h20. Ce qui paraît tout à fait logique, hein. Si on est sur une surface plane, on va consommer beaucoup moins que sur un parcours vallonné. Donc voilà un petit peu les différents écarts, comment on pouvait expliquer ces écarts entre donc, le théorique, le simulé et la valeur du constructeur annoncée. Et ben voilà pour cette partie. On passe sur la partie suivante, qui est la commande de fonctionnement du produit ou modification de son comportement. Alors pour réaliser la tonte d'une surface en toute autonomie, le robot tondeuse Bosch utilise l'énergie électrique stockée dans sa batterie. Tout au long de son parcours, il surveille le taux de charge de sa batterie, en informe l'utilisateur sur l'interface homme-machine, donc l'écran LCD qu'on a vu au début du sujet. Il retourne à sa base quand le taux de charge devient inférieur à 10%. Sur la base, il attendra que sa charge soit complète pour repartir si nécessaire. Alors la problématique de cette partie, c'est comment mesurer le taux de charge de la batterie et en informer l'utilisateur. Donc pour obtenir les caractéristiques de la batterie du robot tondeuse, il est nécessaire d'associer plusieurs cellules lithium-ion. Donc là on est sur une technologie lithium-ion qu'on a vue l'année dernière. Voici les caractéristiques des cellules lithium-ion utilisées. Donc en effet, de mémoire, on sait que la tension nominale d'un élément est de 3,6 volts, que la tension complètement chargée est de 4,1 volts, d'accord. La tension en dessous de laquelle la cellule risque une destruction 3 volts, très bien, que la capacité d'une cellule est de 2,5 ampères. À l'aide du modèle multiphysique, indiquez les caractéristiques nominales de la batterie du robot. Bon, alors là, aucun problème, il suffit de relire ce qu'il y avait sur le modèle multiphysique. On s'en rappelle, on vient de le faire. On sait que la tension nominale de la batterie est égale à 18 volts et que la capacité est égale à 2,5 ampères heure. Très bien. Capacité nominale de batterie, tension nominale. Complétez le schéma électrique du document réponse DR1 en associant des cellules lithium-ion pour obtenir les caractéristiques de la batterie du robot. Très bien. Ça, c'est des choses qu'on sait faire, on a vu. On a travaillé sur l'association de cellules pour la construction de batteries en série et en parallèle. Et on avait travaillé donc sur la tension totale et la capacité totale d'une batterie, donc avec de l'association d'éléments.
On y va, on va vérifier quand même. Donc, ce qu'on nous demande sur le document réponse. Hop. Document réponse est là. Réponse à la question de 1. C'est bon, symbole d'une cellule. D'accord. Compléter le schéma électrique en association des cellules pour obtenir les caractéristiques de la batterie du robot tondeuse à l'intérieur de ce rectangle. Très bien. Donc, on est à 18 volts. Je sais que la tension nominale d'une cellule est 3,6 volts. Donc si on fait la division, on va obtenir 5. Donc 18 divisé par 3, 6, 5. Ça veut dire que j'ai associé 5 cellules, 5 éléments lithium-ion en série, d'accord, pour avoir ma tension de 18 volts. Ça c'est très important. Donc je sais que ici, là, j'ai 5 éléments en série pour atteindre les 18 volts. On a vu que la capacité de ma batterie était 2,5 ampères, capacité totale, nominale. Or, la capacité d'une cellule de technologie lithium-ion, on l'a vu, est de 2,5 ampères aussi. Ça veut dire que, ici, je n'ai pas de branche parallèle. J'ai seulement 5 cellules montées donc en série pour atteindre la tension de 18 volts. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Tout simplement, en représenter à nouveau donc 5. Alors, je vais forcément faire ça moins bien que ce que vous allez faire sur votre copie. 1, 2, 3, c'est bon, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord. Donc là, j'ai bien mes 5 éléments avec, ici, la tension UBAT de 18 volts. D'accord? Voilà, en série, elles sont bien en série pour augmenter la tension. Si elles sont en série, le courant est le même, la capacité. D'accord? C'est ce qu'on a vu, capacité d'un élément est égale à la capacité totale de ma batterie, donc 5 éléments en série uniquement. Donc voilà ce qu'on vous demandait, c'est tout simplement d'ajouter 4 éléments à la cellule qui était ici. Je reviens sur la question, je crois que je suis parti beaucoup trop loin. Ça c'est fait, on en était là. Compléter schéma électrique, ça c'est bon. Alors, pour la suite, toutes les cellules lithium-ion se déchargent ou se chargent de la même façon et ont donc à chaque instant les mêmes caractéristiques de tension, courant et capacité. Pour connaître le taux de charge d'une batterie ou d'une cellule, on mesure la tension à ces bornes, en effet. Là, ici, on voit une courbe qu'on reconnaît très bien, je l'avais dit, quand vous voyez ce type de courbe, on sait tout de suite que c'est une courbe de décharge batterie. Et là, ici, on est sur un élément lithium-ion. On voit la tension max, qui est ici de 4,1 volts, on va préciser, et la tension minimum, si je reviens ici, on vous dit de 3 volts, c'est-à-dire que quand j'ai atteint 3 volts, ici, il faut absolument que j'arrête de consommer de l'énergie sur ce type de batterie. Alors, le fabricant, on avance du coup, puisque là il n'y a pas de question, c'était juste la courbe de décharge, on va peut-être avoir besoin de s'en servir. Le fabricant de la robot tondeuse Bosch a choisi de prévenir l'utilisateur sur le taux de charge de la batterie en donnant uniquement les niveaux suivants: 100%, 75%, 50%, 25% et 0%. Pour le seuil de 25% du taux de charge, on prendra une tension de cellule de 3,45 volts et une tension batterie de 17,5 volts. D'accord. Pour réaliser cette mesure, le robot utilise une carte électronique à base de microcontrôleurs qui n'accepte que des tensions inférieures ou égales à 3,3 volts. Il est donc nécessaire de prévoir un montage d'adaptation. 3,3 volts classique, par exemple la microbique qu'on utilise, est alimenté en 3,3 volts. Donc en effet, il va falloir donc modifier ça. Pourquoi? Pour pouvoir alimenter, en tout cas adapter cette tension à mon microcontrôleur. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Question 2. Déterminer l'expression littérale de U2 en fonction de UBAT, R1 et R2, figure de 2, pour un taux de charge à 25%. Réaliser l'application numérique. Figure de 1, taux de charge, on revient. Ok, en effet, ça c'est bien la courbe de décharge. On nous a dit donc 3,45 volts. Ok, on est en effet à 25%. On le voit sur la courbe de décharge de l'élément. Et ici, on a un petit schéma pour adapter donc UBAT en fonction du microcontrôleur choisi. Pourquoi? Parce que la tension ne pourra pas dépasser 3,3 volts. Et on voit un schéma structurel partiel du montage d'adaptation. On reconnaît tout de suite le montage de quoi? Du pont diviseur, très classique, où on va adapter la tension U2 par rapport à UBAT.
On a 2 valeurs de résistance. Il n'y a pas grand-chose à faire. On nous demande l'expression, évidemment, c'est juste l'application du pont diviseur. Donc on y va ensemble. U2 est égal à quoi? À R2, la résistance, attention, plus la somme des deux, R1 plus R2, multiplié par la tension d'alimentation, c'est-à-dire U bat. Voilà. Là, franchement, pas grand-chose à dire là-dessus. Hein. C'est cadeau. Hein. C'est une relation que vous devez connaître. Hein. Du pont diviseur, ça c'est question cadeau. On réalise l'application numérique. Je vais passer peut-être sur un petit tableau blanc. Voilà. Donc on a dit que U2, on va écrire la relation, est égal à R2 sur R1 plus R2 fois U bat. Alors, on applique tout ça. On va aller chercher les valeurs, je les ai de côté. Hein. On a dit 100 kOhm. D'accord? Donc alors, on peut passer en ohms, on peut laisser en kilos, puis de toute façon c'est une relation, hein, c'est un rapport. Hein. Donc on s'en fiche un petit peu. Allez, on va passer en ohms pour être rigoureux. Donc on va dire donc 10 puissance 3, puisqu'on est en kilo sur donc 100 plus l'autre résistance R1 fait 560. Le tout fois 10 puissance 3, multiplié donc par U bat, et U bat, on nous a dit que c'était 17,25. Voilà. Ce qui nous donne, pour la valeur de U2, je regarde, c'est fait 2,6 volts. Donc c'est parfait. Hein. On est sur des tensions hein, qu'on va pouvoir donc rentrer dans la carte électronique, hein, une carte à base de microcontrôleur, hein, avec une tension hein, qui va varier donc de 6 hein, je ne sais pas combien pour la tension haute, mais en tout cas on est tout à fait cohérent par rapport à ce qu'on souhaite faire. Ça c'est fait, application numérique c'est fait, on a bien répondu à la question 2. Allez, j'avance. La tension U2 est envoyée sur notre analogique du microcontrôleur, ce que je suis en train de vous dire, hein, de la carte électronique, et on a un convertisseur analogique numérique, forcément. Alors, petit schéma, donc là on va retrouver le pont diviseur qu'on vient de voir, la tension U2 qui rentre dans mon microcontrôleur, ensuite j'ai une communication qui se fait en TX, RX, TX', RX', et là on reconnaît une liaison RS232. Liaison série, hein. Alors peut-être pas RS232, mais en tout cas ça ressemble à une liaison RS232 pour communiquer donc à l'interface homme-machine. Qu'est-ce qu'on nous donne comme élément? Que le convertisseur est codé sur 12 bits, que la tension de référence de la conversion est 3,3, on le sait, hein, c'est-à-dire qu'ici on a une alimentation donc à 3,3 volts. Voilà, c'est tout. Je vais essayer d'enlever les annotations. Tout le gribouillage que je viens de faire, si j'y arrive. Ok. Et on avance. Question. Déterminer l'expression littérale de la valeur numérique convertie n en fonction de U2 et des caractéristiques du convertisseur analogique numérique. Ok. Toujours pour un taux de charge à 25%. Donc on est toujours dans le cas où la tension n'a pas changé. On est donc U2 à 2,6 volts. Réaliser l'application numérique. Et allons-y. On va le faire là. Je pense qu'on va avoir la place. Donc ici, on va aller chercher tout simplement, là, on se rappelle de quoi? De la formule du convertisseur analogique numérique, ce qui va me permettre de déterminer l'expression littérale en fonction donc de U2. Donc, que me donne n? N, c'est égal à quoi? Donc, on est sur 12 bits, donc 2 puissance 12 moins 1 multiplié par, je vous rappelle, donc la tension divisée par la tension de référence, c'est-à-dire U2 sur Uref. Très bien. Voilà, on a répondu à la première question qui détermine l'expression littérale. Et enfin, il nous faut donc calculer la valeur numérique, c'est-à-dire n. Et n est égal donc à 2 puissance 12 moins 1 facteur de quoi? U2, on a dit 2,6 volts, le tout divisé par 3,3 volts. Et ce qui me donne, j'ai dû calculer ça quelque part, 3226 pour la valeur numérique. Voilà, 3226, oui, je ne me suis pas trompé. 3226. Très bien. Et voilà, on a répondu à la question de 3. On continue la suite du sujet. On a répondu à la question 2, 3. Ensuite,
L'algorithme de mesure et de lecture du taux de charge de batterie est présenté sur le document réponse DR2. Donc il va falloir qu'on y aille, il va falloir qu'on aille le voir. Complétez l'algorithme du document réponse en utilisant l'algorithme fourni. Attention à respecter l'indentation. Donc là on est en Python, type Python, donc on a l'indentation à respecter. Et ben, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite au document réponse, puisqu'on n'a rien d'autre à faire. DR1, on l'a vu, donc là on va être sur le DR2, et le voici, le voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'algorithme, très bien. On nous dit explication sur les variables. N est une variable de type entier qui contient la valeur de la conversion analogique numérique, très bien. V taux CH est une variable de type entier qui contient la valeur du taux de charge de la batterie, d'accord. N75 contient la constante représentant la valeur numérique pour un taux de charge de 75%. Ouais, très bien. Il en est de même pour N50 et N25, d'accord. Et N0. On a l'algorithme et on a l'algorithme à compléter. Donc on va regarder l'algorithme ensemble, on a la case début, ok, on vient donc convertir la tension T2 qu'on vient stocker dans N, dans la variable, ensuite on vient tester si N est supérieur à N75. Si c'est le cas, on va donc mettre dans, je vous rappelle, Vtaux et la variable de type entier qui contient la valeur du taux de charge, donc 100, d'accord, c'est-à-dire la valeur de 100. Sinon, on va regarder si N est supérieur à N50. À ce moment-là, si c'est le cas, on va mettre donc 75% donc dans V taux CH. Si ce n'est pas le cas, on va regarder si N est supérieur à 25. Si c'est le cas, on va mettre 50% dans V taux CH, dans la variable V taux CH. Si ce n'est pas le cas, on va vérifier si N est supérieur à 0. Si oui, donc 25%. Sinon, on va mettre simplement à 0%. D'accord? Et on va donc à la finale envoyer une fonction qui va envoyer donc la valeur de faisceau TH sur l'afficheur pour prévenir donc l'utilisateur. Bon, franchement, petit algorithme très simple ici. On est sur du si sinon. Rien de très compliqué, on l'a compris. On a la valeur de n et en effet le pourcentage affiché sur la tondeuse. Alors, l'algorithme va compléter. Donc on a les constantes, donc on a les valeurs de n75, n50, n25. Tiens, ce qui va nous permettre de contrôler un petit peu ce qu'on a calculé tout à l'heure. N25, 3250, on était à 3226 de mémoire. Bon, on est pas mal, hein, ça veut dire qu'on est quand même très proche de ces valeurs. Et enfin pour N0, 2850. Très bien. Ensuite, déclaration de variable en entier, donc N et V taux CH. Ensuite, début. Donc, on met la conversion de U2 dans N et on y va. Si N est supérieur à 75, alors V taux CH égale 100. Alors là, je vois tout de suite que on a un petit problème, c'est que normalement, ce texte devrait être décalé vers la gauche. Donc, on a un petit problème de mise en page à ce niveau-là. Hein, le texte n'a rien à faire ici, il devrait être décalé par rapport au ci. Hein, c'est-à-dire se trouver environ par là. D'accord, un problème d'annotation. Donc, si c'est supérieur à 75, hop, on est là. D'accord? Sinon, sinon, on va tester un nouveau si. D'accord? Donc, on va se décaler, indentation. Si n est donc supérieur à 50, alors, parce qu'on est obligé de mettre le alors, pas, on va le mettre, mais franchement, je l'aurais pas mis, hein, il n'a aucun intérêt ici. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait, si c'est le cas, on décale, indentation, V taux CH égale 75. Ouais. Ensuite, alors on va essayer de faire ça proprement, même si là j'ai très mal commencé. Je voulais changer de couleur, ça n'a pas pris. D'accord? On va mettre l'indentation comme ceci. Et ici, je vais revenir en rouge. Et on va mettre donc le sinon. Sinon quoi? On va tester à nouveau la boucle ici. N supérieur à 50. Donc sinon si, indentation à nouveau. Non, pardon. Je vais faire ça. Voilà. Sinon, si n est supérieur à 25, alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, hop, on est là, si c'est le cas. Donc là, on fait indentation V taux CH égale 50. Hop, on va changer de couleur pour l'indentation. On est ici.
Donc là, on va faire donc sinon. Pourquoi? Parce que sinon, on va tester l'autre. Sinon, alors, on va essayer de monter tout ça. Super, j'espère que je vais avoir assez de place. Sinon quoi? Ben, on va tester la variable n supérieure à 0. Si donc n est strictement supérieur à 0, alors on fait quoi? Alors qu'est-ce qu'on met dans veto ch? On met égal 25. D'accord? Et donc, hop, indentation, tac, on est là, hein, bien séparé, on se remet en rouge, sinon qu'est-ce qu'on fait? Sinon quoi? Il n'y avait pas beaucoup de place, hein, là pour le coup, je vous l'accorde. Sinon, on fait quoi? Et bah, on est arrivé ici, donc qu'est-ce qu'on met? C'est le dernier cas, on met veto ch à 0. Et après, il fallait envoyer donc tous les fin ci, hein, pour revenir donc sur la ligne du départ. Voilà. Bon, ben c'est tout. Voilà ce qu'il fallait faire. Hein. Donc attention à l'indentation, à bien décaler. Hein. Bon, là, c'est très cochon. On le refera peut-être au propre hein, si c'est nécessaire ensemble, mais voilà. Bon, et pas parfait. On continue peut-être le sujet. Alors, on va remonter et on en était où? Donc l'algo c'est fait. Alors, le mini-microcontrôleur communique avec l'interface homme-machine sur liaison série UART. Oui, je vous ai dit des bêtises. Bon, en même temps, c'est la même chose. Seule la transmission de l'information au taux de charge sera étudiée par la suite. Rappel de la liaison série UART. L'émetteur envoie sur son fil TX une trame et le récepteur reçoit sur le fil RX. Une trame est constituée de plusieurs bits de 0 à 1 qui sont envoyés les uns à la suite des autres à un rythme régulier. Ok? Bon, on est exactement sur la liaison RAS 232. Les données sont constituées bits, donc d'un octet. On a un bit de stop, un bit de parité. Ici, on est en parité paire qui a été retenue. La vitesse de transmission est de 19 200 baux, donc 19 200 bits par seconde. Le principe de la parité, on l'a vu, vous relirez, je ne vais pas vous le répéter. Pour un taux, alors là, ça, il faut qu'on le lise. Pour un taux de charge, batterie à 25%, la carte électronique, un microcontrôleur envoie les données 25 vers l'interface homme-machine. Cette donnée n'est pas directement la valeur 25, mais les valeurs ASCII du 2 puis du 5. Le code ASCII est une norme de codage de caractères. Très bien, ouais, on s'en rappelle. Donc on code les caractères, hein, les uns après les autres, et donc on va coder le caractère 2 puis le 5. C'est fait pour faire le 25%. Bon, pas de problème, j'avance. Ah, table ASCII, très bien. On se rappelle que pour coder un caractère ASCII, j'ai besoin de 2 caractères hexadécimales. Donc ici avec le bit de poids fort, le bit de poids faible. Très bien, j'avance. Indiquer la valeur hexadécimale puis binaire, un octet, du code ASCII du caractère 5. Compléter le document DR3, c'est-à-dire la trame transmise lors de cet envoi uniquement pour le caractère 5. D'accord. Donc déjà, on va indiquer donc la valeur hexadécimale. Il est où mon caractère 5? On va le trouver. Il est là. Ok, super. Donc on va aller chercher le bit de poids fort. Hop, il est là-haut, je monte. C'est 3. Ensuite, le bit de poids faible, c'est 5. Donc ici, mes caractères hexadécimales pour coder le caractère 5. Code hexadécimal plutôt, pardon. Et quoi? Et de 35 en base 16. Bit de poids fort, bit de poids faible. Alors, j'aurais peut-être dû le décaler du coup. En binaire, on va pas avoir la place. Je vais revenir, je vais le décaler. Donc on a dit 35 en base 16. Donc on y va en binaire. Donc en binaire, donc chaque caractère est codé, je vous rappelle, chaque caractère hexa est codé sur 4 bits, hein, on est de 0 à 15. Donc on y va, 0, 0, 1, 1 pour faire le 3, donc 2 plus 1, ce qui fait 3.
Ok, et ensuite, il nous faut donc 0. Il faut 1, 0 et 1, 0 pour faire le 5. Donc 4 plus 1, ce qui fera 5, d'accord, en base 2. Très bien, ça c'est mes data, hein, c'est mon octet, c'est mes 8 bits de data. Avec le bit de poids fort, D7, et le bit de poids faible, je vous rappelle, D0. D'accord? On est bien sur mon octet. Qu'est-ce qu'on nous demande du coup de compléter la trame transmise lors de cet envoi uniquement pour le caractère 5? Eh bien, on y va. Allez, il faut qu'on retienne un petit peu le code binaire, mais je crois que je l'ai. Non, je vais le garder, je vais le prendre sous les yeux. Pardon. Eh ben, je vais le noter, hein, on va le retenir, hein, 0, 0, 1, 1, c'est 35, de toute façon, 0, 1, 0, 1, ok. On y va sur la trame du coup. Alors c'est une trame, hein, attention, on n'est pas sur le signal électrique, hein, comme on avait l'habitude un petit peu de travailler aussi. Hein. Je vous avais dit hein, surtout de prêter attention à ça, entre la différence entre donc, le circuit électrique et la trame. Quand on est par exemple sur le protocole RS232, je vous rappelle hein, que le plus 12 volts hein, c'est le 0 et le moins 12 volts c'est le 1 logique. Ici on est sur une trame, c'est une trame constituée de 0 et 2, hein, d'accord, peu importe, ici on n'est pas du tout sur une grandeur de type électrique, c'est une trame. Donc cette trame ici j'ai le 1, ici j'ai le 0. J'ai mon bit de start, très bien, et ensuite on y va. Donc on va commencer donc par des 0. Et puis on va finir par des 7. D'accord? Donc des 0. On y va, c'est un logique. Donc là, je remonte. Hop. Ensuite, on a un 0. Ensuite, un logique. Ensuite, 0. Ensuite, 2, 1. Ensuite, 2, 0. Et enfin, il faut que je règle mon bit de parité. On a dit qu'on était sur une parité. La parité est impaire. Marqué dans le texte, d'accord? Donc je vous rappelle que l'ensemble des bits avec celui de la parité doit être impair. Donc si je les compte, j'ai alors D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6. Ici, je suis arrivé à D7. D'accord? Donc ça marche. On a bien mes 8 bits, donc c'est bon. C'est moyen de vérification quand même. Donc on a bien mon bit de parité qui vient juste après. Et j'ai combien de bits à 1? J'en ai 4 ici. Donc le bit de parité est forcément à 1. Voilà. Et puis c'est tout, hein. Le bit de stop est derrière, on avait un bit de stop et off. Donc là, parité, là ici c'est le bit de stop, et enfin après on est à nouveau au repos. D'accord? Donc la trame s'arrête là. Voilà ce qu'il fallait tracer, ici. Bah non, j'étais sur le sujet. Donc pareil, rien de très compliqué une fois qu'on avait donc défini la trame. Très bien, est-ce qu'on n'a pas fait... Si. La question 2.5 c'est fait, donc les trames sont transmises, on a fait, interprète la fiche auto de charge à la batterie pour l'utilisateur. Expliquez en quelques lignes comment le robot tondeuse répond à la problématique de départ, comment mesurer le taux de charge de la batterie et en informer l'utilisateur. Donc ça c'est une question classique de conclusion. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je ne vais pas la faire avec vous, hein, vous allez la rédiger proprement, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. On reprend les points clés hein, du sujet, hein, d'accord, qui sont les parties hein, qui vont permettre de répondre à cette question. Sont la capacité, donc voilà, hein, on a bien la partie donc calcul, hein, calcul théorique simulé, hein, qui nous permettent donc d'avoir une autonomie donc la plus défavorable possible en comparaison avec ce qu'annonce le constructeur. Ensuite, on a donc la partie traitement de l'information pour justement prévenir l'utilisateur du taux de charge, c'est-à-dire de la charge qui reste dans la batterie. Etc., etc. Voilà. Donc on reprend ces différentes parties en justifiant ce qui a été fait et en répondant comme quoi, en effet, qu'on prévenait bien l'utilisateur du taux de charge de la batterie. Donc voilà pour ce petit sujet de 2 heures, sujet 2.3c, 2 heures. Que dire sur cette difficulté? On n'est pas sur un sujet difficile, hein, les questions sont quand même vraiment en relation avec le programme de première, c'est 2 choses qu'on a faites hein, et refaites. Voilà, je veux dire, le protocole de communication est d'une simplicité enfantine, on l'a traité l'année dernière, on l'a fait en TP même, on l'a fait en cours, on a fait pas mal d'exercices dessus, vous avez même été évalué sur ce protocole, c'est exactement ce que vous avez fait l'année dernière d'aller en évaluation. La partie algorithme, pareil, très facile, hein, du fancy, hein, c'est du recopiage presque, hein, attention à l'indentation, c'est tout, hein. Voilà, ça c'est important.
La petite partie méca calculatoire, pas très compliquée non plus. Après, ça vous perturbe parce que dès qu'il y a des calculs à faire sur des équations littérales, vous n'aimez pas. Mais globalement, voilà, la partie mathématique n'est pas d'une complexité folle. Il y avait la pente au départ qui vous a posé problème, en effet. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. En plus, c'est quelque chose qu'on avait traité, il me semble, l'année dernière. Enfin, pas sûr, de mémoire, je suis pas convaincu, mais bon. Voilà, bon, une pente, hein, voilà, une petite question très simple mais piège, hein, où vous avez des difficultés à répondre tous. Hein. Voilà pour l'ensemble du sujet. Sinon, franchement, voilà, après vous avez quoi? Pont diviseur, le rendement qui est égal à la puissance de sortie sur la puissance d'entrée. Ouais, des choses très très classiques hein, quand même. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de notion très complexe dans ce sujet. Heureusement, c'est un sujet de première de toute façon, donc voilà, ce que je vous conseille fortement, bah, c'est de reprendre, hein, de ne pas hésiter à bien travailler, à reprendre vos erreurs, à comprendre vos erreurs. Je pense que là, ça a été bien expliqué. Je l'ai détaillé. Hein. Voilà. Après, n'hésitez pas à revenir me voir si vous avez des soucis encore de compréhension sur une certaine partie de ce sujet. Voilà, allez, je vous dis bon courage pour la suite et à très bientôt.